Dans l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé soutient l'auto-emploi des jeunes. 150 jeunes de la région du centre viennent de recevoir ce matin des kits d'installation et des fonds de roulement. Images et témoignages dans ce journal. Et puis contre l'incivisme, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA cherchent des solutions à Ouagadougou. C'est à la faveur d'un séminaire international qui souhaite apporter des réponses aux acteurs œuvrant dans la résolution pacifique des litiges. 4 mois après la baisse du prix des transports en commun décidée par le gouvernement au Burkina, les transporteurs sur l'axe Ouagadougou-Dori jouent la résistance. La décision n'est toujours pas appliquée. Constat dans cette édition. À l'étranger, la Russie passe l'éponge sur l'épisode fâcheux de son bombardier abattu en novembre 2015 par les forces turques. Les affaires peuvent donc reprendre, à commencer par la construction du gazoduc Turkish Stream. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, à Kosiamo, au palais présidentiel, le président du Faso a reçu ce matin une délégation de l'ONG Diakonia pour parler de l'appui à la gouvernance démocratique. De son côté, la Chine-Taïwan appuiera le financement d'une vingtaine de projets de développement au Burkina. L'ambassadeur de Taïwan au Burkina est allé le signifier au président du Faso. Et avant lui, Rochmar Christian Kaboré a évoqué l'amélioration du système éducatif au Burkina au fin de l'adapter aux réalités du pays avec la représentante de l'UNICEF. Le résumé de ces audiences avec Urbain Sommet et Ruth Ouattara. Repenser le système éducatif pour l'adapter aux besoins du pays et veiller à la bonne croissance psychique des enfants par une victoire sur la malnutrition chronique, tels sont les axes prioritaires du programme de l'UNICEF présenté par la nouvelle représentante résidente au Burkina Faso. Il est très important que le système éducatif soit revu, repensé de façon à ce que enfants et jeunes puissent s'inscrire dans les besoins du pays, dans les besoins d'un pays en développement qui vise l'émergence, comme le Burkina Faso. À la suite de Anne Vincent, le chef de l'État et l'ambassadeur de la Chine-Taïwan ont fait le bilan de la 11e commission mixte Burkina Faso-Chine-Taïwan. L'ambassadeur annonce d'ailleurs que 26 projets seront menés entre 2017 et 2018 pour un financement de plus de 28 milliards de nos francs. Le premier, c'est l'agriculture, surtout dans le domaine de production de riz pluvial. Deuxième, c'est la formation professionnelle et l'éducation. Ça veut dire que le projet de formation professionnelle vont continuer. Et troisième, c'est l'assistance médicale. À la construction de CSPS, notre mission médicale résidant à Kotoukou, et notre assistance d'un groupe d'experts résidant dans l'hôpital Blaise Compaoré, ça va continuer. Et le dernier mot, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, la construction de petites centrales dans les différentes localités. Le président de Diakonia Stockholm a refermé la matinée d'audience. Diakonia, qui ira jusqu'en 2020 dans son projet d'appui à la gouvernance démocratique, injectera plus de 18 milliards dans ce projet. Nous allons travailler sur 3 segments. Le premier segment, c'est la redevabilité socio-économique. Nous allons donc appuyer les initiatives de santé, d'hygiène, d'assainissement, de droits humains au Burkina Faso qui s'appuient sur une dynamique de redevabilité. Nous allons également appuyer l'imputabilité politique au Burkina Faso. Et à un 3e niveau, nous allons travailler à créer des cadres de dialogue entre le secteur privé, la société civile et les institutions gouvernementales. Pour les différents amis du Burkina Faso, il est important de ne pas perdre les acquis démocratiques, mais tout aussi important de faire face aux défis qui se présentent. Le ministre ivoirien du Plan et du Développement était par ailleurs le président du Faso. Pour Nialé Kaba, c'est une visite de courtoisie présente à Ouagadougou pour prendre part au colloque international sur la relance économique au Burkina. Madame Kaba avait contribué aux échanges avec une communication édifiante pour les organisateurs de la rencontre. On fait le point avec Ibrahima Sombier et Tanga Robert Kafando. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Nialé Kaba, est venue transmettre les salutations du chef de l'État ivoirien au président Rochmar Christian Kaboré. Je venais à l'audience de cet après-midi présenter les salutations
de son Excellence M. Alassane Ouattara au président, à son frère et ami le président Christian Kaboré. Ça a été l'occasion pour moi de dire au président combien la Côte d'Ivoire était honorée d'être présente à cet échange pour partager son expérience de sortie de crise et dire combien moi-même j'étais honorée d'avoir été choisie pour représenter mon pays. Nialé Kaba participe au colloque international sur la relance économique au Burkina Faso, un colloque qui se tient depuis hier à Ouagadougou, et le président du comité scientifique à la tête d'une délégation est venu s'entretenir avec le président de la République. Nous sommes venus rendre compte au chef de l'État. Il nous a fait l'amitié de venir présider la cérémonie d'ouverture ce matin. Il nous a paru utile de venir donc lui faire le point donc, de nos travaux à mi-chemin et lui dire combien nous sommes, je dirais, ravis, en tout cas, d'avoir sa présence et surtout également son soutien pour que les travaux que nous allons, auxquels nous allons aboutir puissent véritablement donc, servir donc, de point de départ éventuellement à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et c'est aussi notre contribution, je dirais, l'ensemble de la délégation, donc, pour trouver des solutions idoines à l'ensemble des problèmes économiques donc, qui sont posés dans notre pays. Le colloque est organisé par l'Association Burkina Internationale sur le thème « La contribution des acteurs du secteur privé pour la relance économique dans le cadre du PNDS, enjeux et mécanismes d'un partenariat gagnant-gagnant » et ferme ses portes ce mardi. Et puis le président du Faso se rend du 13 au 15 octobre prochain à Bruxelles. La direction de communication de la présidence du Faso qui donne l'information indique que Roch-Marc Christian Kaboré participera à la 3e édition du Rebranding Africa Forum qui réunit des investisseurs privés. Une rencontre placée sous le thème « Relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique ». Durant son séjour bruxellois, le président du Faso prendra activement part à des panels et évoquera des questions de financement de l'industrialisation de l'Afrique en particulier et celui du Burkina singulièrement. Et puis, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA discutent depuis ce matin à Ouagadougou de civisme et médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA. C'est à la faveur d'un séminaire international qui souhaite apporter des réponses aux acteurs œuvrant dans la résolution pacifique des litiges. Par ailleurs, la rencontre de Ouagadougou pourrait aider ces acteurs à élargir leur champ d'action dans les réponses à l'incivisme. Jean Zongo, Maïmouna Traoré. Après observation et analyse, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA sont arrivés à cette conclusion. La situation sociopolitique des pays de la sous-région est caractérisée par une montée de l'incivisme dans différents aspects de la vie nationale. Protecteurs du citoyen, comme on les appelle au Québec, les médiateurs se sentent interpellés. Cette formation sur le thème civisme et médiation institutionnelle leur donne l'opportunité d'analyser le phénomène tel qu'il peut se manifester dans les différents pays de l'espace UEMOA. Les médiateurs dans cet espace peuvent dégager, travailler avec les experts que nous allons écouter tout à l'heure et demain autour de curricula que nous allons proposer aux différents gouvernements pour leur prise en charge. Nous sommes en train de rebâtir un nouveau type de citoyen. Nous voulons que cela se fasse de manière consensuelle. L'examen de la situation dans chacun des États membres devrait leur permettre d'identifier les réponses les plus pertinentes et efficaces à la montée de l'incivisme. Les réflexions qui vont être reçues auront une force parce que ceux qui vont les faire, c'est des gens neutres, de sorte que il n'y a aucune connotation politique derrière et nous, gouvernants, nous pensons que nous pourrons nous en servir pour développer nos politiques dans le maintien du civisme. Et moi, en tant que ministre chargé du civisme, j'attends avec impatience ces conclusions. Les travaux se dérouleront en plénière et sous forme de panel et seront marqués par la projection d'un film documentaire traduisant l'expression de l'incivisme dans chaque État membre. Environ 150 jeunes de la région du centre au Burkina reçoivent des kits d'installation et des fonds de roulement. Ce sont des jeunes formés au métier de la coiffure, de la restauration, de la mécanique auto et moto, mais aussi la construction mécanique. Cette action du gouvernement burkinabé vise l'auto-emploi de ses bénéficiaires. Paul David Bambara, Yolande Lompo. Désormais, c'est chose faite. Marie-Esther Kobanka, qui jusque-là travaillait sous les ordres de son employeur, pourra ouvrir son propre garage et embaucher à son tour d'autres jeunes en quête d'emploi
comme Pascaline Ouedraogo. Elle fait partie des 144 jeunes de la région du centre qui bénéficient en ce jour de kits d'installation et de fonds de roulement d'une valeur de plus de 182 millions de francs CFA. C'est une mesure gouvernementale qui vise à faire de la promotion de l'auto-emploi une alternative au chômage des jeunes. Les bénéficiaires sont dans 14 métiers et le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle assure la mise en œuvre de ce projet d'installation des jeunes formés au métier. Cette année, vous avez vu, au niveau de la fonction publique, il y avait 12 000 postes à pourvoir, 1 million de candidats. C'est un programme global qui touche toutes les régions du Burkina. Nous allons aider les jeunes à s'installer et à créer aussi des micro-entreprises rurales au niveau de l'agriculture. Ils auront l'accompagnement de l'État central et de toutes les bonnes volontés. Les kits qui viennent d'être donnés et le fonds de roulement doivent servir à eux pour montrer que les jeunes, même si on est jeune et qu'on a la volonté, on peut faire bouger des montagnes. À travers ce projet, ces jeunes ont également bénéficié d'une formation en gestion de micro-entreprises et en maintenance minimale de kits. Le gouvernement burkinabé envisage l'importation sans taxe douanière de 900 véhicules poids lourds. Une mesure exceptionnelle décidée pour cette année 2016 et destinée à soutenir les professionnels du transport. Explication, Zumbaviel Daviré, Ismaël Sirima. Lancement du renouvellement du parc de véhicules poids lourds de transport de marchandises. L'opération va permettre d'importer 900 véhicules exonérés des droits de douane et de la taxe à la valeur ajoutée. Pour les acteurs du monde du transport et les partenaires techniques et financiers, cette initiative vient comme une bouffée d'oxygène. Aujourd'hui, avec cet accompagnement du gouvernement de 900 camions, ça va nous permettre de nous préparer, éviter les accidents de la route et respecter les délais de livraison, qui est l'une des clés majeures dans un contrat. Si vous prenez un contrat et vous n'arrivez pas à exécuter à temps, vous voyez comment ça fait. Le gouvernement compte soutenir l'opération à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Il entreprend cette mesure de renouvellement conforme à la réglementation sous-régionale en vigueur. Cette opération, c'est pour venir vraiment optimiser notre économie. C'est aussi pour rester dans les normes de la communauté. Vous savez, au niveau de l'IOMOA, il y a un règlement qui a été adopté qu'on appelle le règlement 14, qui définit un certain nombre de normes, de gabarits, etc. Pour respecter ce règlement 14. Nous sommes en tout cas contraints d'en arriver à ça. À terme, le gouvernement compte mettre en place un mécanisme pérenne de renouvellement de véhicules poids lourds. Et pour la présente opération, une équipe pluridisciplinaire est mise en place pour vérifier la conformité des souscriptions. 4 mois après la baisse des prix du ticket de transport en commun décidé par le gouvernement burkinabé, les transporteurs sur l'axe Ouagadougou-Dori jouent la résistance. La décision n'est toujours pas appliquée. Constat avec Yacouba Ouedraogo et Joseph Bambara. En fin mai, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité annonçait la baisse du prix des tickets de voyage sur une certaine distance, notamment une baisse de 250 francs pour les distances inférieures à 120 km et 500 francs pour les distances supérieures à 120 km. À Dori, 4 mois après cette décision du ministre en charge des Transports, les usagers des sociétés de transport s'interrogent sur les raisons de la non-application de cette mesure. Et quand une mesure est prise par les autorités, elle doit être appliquée. Voilà. Et malheureusement que nos sociétés de transport ne l'appliquent pas. Si ce n'est toujours pas effectif, je ne sais pas s'il est possible de réengager des discussions et à la suite de cela, je pense que ça pourra être fait. Si le gouvernement a pris une décision, il devrait respecter cette décision-là. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'eux aussi, ils ont des raisons qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Peut-être qu'avec eux, on peut savoir pourquoi ils n'ont pas baissé les prix jusqu'à présent.
Si les usagers de l'axe Ouaga-Dori et Dori-Ouaga espèrent une application de cette décision gouvernementale et s'interrogent toujours sur la réticence des responsables des sociétés de transport à se conformer à cette mesure, ceux-ci disent faire déjà assez d'efforts. J'espère que pour la ligne de Dori, cette histoire-là ne doit pas faire polémique. Parce que 265 km, un cas climatisé à 4 000 et puis aller tout 7 000, je pense que le transporteur, l'opérateur a fait un effort. Et au moment où le transport même devrait être à 5 000 francs, ici on prenait à 4 000 francs. Mais les allées de tour, vous voyez que là-bas on est venu à 7 000 francs. Et les fidèles clients que nous voyons à tout temps dans notre compagnie, les allées de tour pour le moment on les donne à 6 000. Le directeur régional des transports rassure que son département a pris langue avec le syndicat des transporteurs afin que ceux d'entre eux qui sont réticents puissent se conformer à cette mesure. Tout dernièrement, le ministère des Transports, à travers la Direction générale des transports terrestres et maritimes, a interpellé les syndicats des transporteurs pour qu'ils essayent à leur niveau de voir tous les transporteurs pour que la décision soit totalement et parfaitement appliquée. Les usagers des sociétés de transport en commun sur l'axe Dori-Ouaga et Ouaga-Dori espèrent voir une réduction du prix des tickets de voyage, ce qui permettra d'alléger le fardeau du coût de transport entre ces deux métropoles. Comment la corruption est vécue au Burkina Faso? Quels sont les services perçus comme les plus corrompus? Et quelles sont les initiatives en matière de lutte contre la corruption dans le pays? Des questions qui ont dominé une rencontre ce samedi à Dori. C'est le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, qui a convié les populations de la ville à partager le contenu de son rapport 2015 sur l'état de la corruption au Burkina. La synthèse avec Bernard Diasso. Le rapport 2015 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina est le résultat d'une enquête d'opinion des populations urbaines sur l'importance de la corruption dans notre pays. Ce rapport, qui fait également le point des initiatives et actions de lutte anti-corruption menées au cours de l'année, est présenté au cours de cette conférence publique. L'objectif qui est visé à travers cette conférence, c'est de faire en sorte que le contenu du rapport sur l'état de la corruption soit connu des populations. C'est faire en sorte que les citoyens, les populations connaissent ce que c'est que l'état de la corruption au Burkina Faso à travers la perception des enquêtés à partir du sondage et également l'état de la lutte anticorruption au Burkina Faso en 2015. De ce rapport, il ressort, tout comme en 2014, le trio marché public, douane, police municipale tient la tête des services les plus corrompus au Burkina. C'est un travail louable que le RENLAC abat sur le terrain parce que ça nous permet d'apprécier un peu l'état de la situation au Burkina Faso en prenant connaissance de la situation de corruption au niveau des différents services. La corruption est une gangrène au développement de tout pays et changer les mentalités constitue une lutte de longue haleine, d'où la nécessité d'unir les efforts pour combattre ce fléau qu'est la corruption. Comment aider les professionnels de la réadaptation sur la prise en charge de la paralysie cérébrale chez les enfants? La question taraude l'ONG Handicap International qui a réuni ses professionnels à Ouagadougou pour revisiter certains fondamentaux. L'objectif est de les aider à améliorer la qualité de cette prise en charge. Le point avec Césaire Carfo et Kadissa Nougo. Ils sont au total 27 professionnels de la réadaptation, kinésithérapeutes et orthoprothésistes à prendre part à l'atelier de formation sur la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale. Initiée par l'ONG Handicap International, cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences de ces professionnels pour une offre de soins de réadaptation de qualité. En 2012, 29% des centres de réadaptation recensaient des cas de paralysie cérébrale. C'est une maladie spécifique, il faut avoir des connaissances, des compétences particulières pour la soigner, la prendre en charge. Et les kinésithérapeutes et les orthoprothésistes qui sont cette semaine en formation vont acquérir ce savoir-faire pour pouvoir, dans leurs divers lieux de travail, pouvoir prendre en charge convenablement cette maladie. Première du genre, cette formation s'inscrit dans la politique sanitaire du Burkina. En collaboration avec Handicap International, nous avons bien eu la chance de recevoir des techniciens venus de Clermont-Ferrand pour échanger avec nos praticiens qui sont sur place
sur la question de la prise en charge de la paralysie cérébrale. Donc c'est une formation qui vient à point nommé parce que s'inscrivant dans le cadre de notre politique. Au cours de 3 années de mise en œuvre du projet, c'est environ plus de 188 millions de francs CFA qui ont été dépensés pour l'amélioration de la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale dans notre pays. Le taux de malnutrition aiguë inquiète dans la région du centre-nord. Il est de 11% selon une enquête nationale. Et les autorités en charge de la santé misent sur l'allaitement maternel exclusif pour réduire ses effets. Démonstration à Salmnoré, un village situé à une quarantaine de kilomètres de Kaya, le chef-lieu de la région. Zadissa Sanfo et Issa Kafando sont allés voir cela pour nous. Sous l'arbre à palabres, les femmes autour du chef de Salmnoré et de ses notables. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Kaya. C'est une halte pour sensibiliser les femmes sur l'allaitement maternel exclusif. Et le jeu en vaut la chandelle. Car ici, dans le centre-nord, la situation des enfants n'est pas du tout reluisante. Au niveau de la région du centre-nord, et pour l'année 2015, nous avons un taux de malnutrition aiguë globale de 11,1%. Pour la malnutrition aiguë sévère, nous avons 2,3% de prévalence. Et pour la malnutrition aiguë modérée, c'est 8,8%. Et ça, dans la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans. Sauver les enfants de la malnutrition, leur garantir une bonne santé et une croissance normale, c'est le vœu de toutes ces mères. C'est pourquoi, ici, séance tenante, elles ont promis de opter désormais pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. On nous a dit de ne plus purger, de ne plus gaver, de ne plus donner de l'eau avant 6 mois. Maintenant que nous suivons ces conseils, la malnutrition a un peu diminué. Selon l'OMS, plus de 800 000 enfants dans le monde peuvent être sauvés chaque année de la malnutrition et d'une mort certaine, si et seulement si ils sont exclusivement nourris au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis, l'offre touristique et culturelle du sud-ouest augmente peu à peu. Un nouveau site vient d'être mis à jour à Dissine, dans le Yoba. C'est un site granitique d'une superficie de 5 hectares qui rappelle celui des Lango. Ce site naturel ignoré jusque-là a suscité l'attention d'un natif de Dissine qui s'est engagé à le mettre en valeur afin qu'il soit rentable à la commune. Découverte avec Basile Bassolé et Christophe Da. Beignet en Dagara ou entre voix en français, ce site granitique à l'entrée de Dissine, resté longtemps méconnu du public, va bientôt sortir de cette banalité. Attaché à ses souvenirs d'enfance et à son amour pour la nature, c'est cet homme, un cadre de banque à la retraite et artiste musicien qui entreprend de révéler ce trésor caché. L'idée est d'apporter une touche culturelle à une grande manifestation locale. Et tout commence en 2013. En juin 2013 précisément, j'ai pu commencer à délimiter. Et pour la 15 août, il y a du monde qui afflue à Dissine. Malheureusement, c'est la seule fête qu'on connaisse dans la région. Et je me suis dit qu'il faut autre chose. Parce que la 15 août, c'est vrai, c'est une fête de retrouvailles, mais il n'y a rien de culturel. Et pourtant, beaucoup de gens entendent parler de la 15 août. Alors, en tant qu'artiste, j'ai voulu ajouter cela. Et pourquoi pas plus tard avoir une semaine culturelle sur ces sites-là. C'est parce que je suis conscient que la richesse, la principale richesse de la province, sinon de la région, c'est la culture. Ce n'est pas l'or, quand bien même on trouve beaucoup de sites aurifères. Mais l'or, ça va finir. Et un site comme ça, il est là pour l'éternité. Cette éternité, Beignet la doit à la taille et aux formes impressionnantes de ces rochers, car si certains seront retravaillés par les artistes sculpteurs, d'autres resteront naturels. Le tourisme que Julien Somda entend promouvoir est bien entendu d'une autre forme. Ce n'est pas que c'est du tourisme de vision, mais c'est du tourisme imaginatif. J'invite le monde entier à venir découvrir une autre forme de tourisme. Il y a des formes de rochers qui parlent, on n'a pas besoin de les sculpter. Elles parlent d'elles-mêmes. En effet, pas besoin de pousser l'imagination pour découvrir certaines familiarités, comme ce rocher que le promoteur a baptisé le cœur de Beignet, ou cette place
qu'il a appelé fauteuil des amoureux. Julien a déjà identifié 35 stations de visite, mais elle pourrait augmenter avec le temps, les découvertes se faisant au gré de l'imagination. On a toujours besoin d'un plus petit que ce soit. Le foyer des génies. Alors, le foyer est constitué de 3 pierres. Voilà, c'est le balafon des génies. Chaque jour, chacun qui viendra dira, ah, tiens, ça ressemble à telle chose. Ici, c'est là, ainsi de suite. Ça va enrichir donc le panorama du site. Les travaux de l'aménagement du site ont déjà débuté avec la construction de bungalows entièrement financés par le promoteur qui va devoir composer avec la municipalité. Ça peut avoir un très gros impact en tant que revenu, en tant qu'apport sur la commune. Nous parlons de décentralisation. Toutes ces bonnes volontés, en commençant par mon ami Julien, nous allons les approcher, nous allons mettre un projet commun pour exploiter, pour que les fruits puissent retomber sur tout le monde. L'achèvement des travaux de viabilisation est prévu pour décembre 2016. Les amoureux de la nature pourront se rendre à ce site pour faire parler leur imagination. Les paléontologues pourront s'y rendre également pour tenter de dater le site qui fut vraisemblablement un fond marin au regard des traces de fossiles qui laissent voir. Et puis les lauréats de Faso Academy 2016 sont entrés en possession de leur prix ce 10 octobre, composé entre autres de motos, tablettes et de sommes d'argent. Le témoignage de Draman Dadian. Après 3 mois de dur labeur, les plus méritants de Faso Academy édition 2016 reçoivent ici leur prix. Souleymane Lengani, le vainqueur, répare les mains bien chargées, 3 millions de francs CFA, une moto, une tablette et 500 000 francs pour le prix du public. On a eu des cours de technique vocale, on nous a dit franchement ce que c'est que la tonalité. Moi je suis un pur amateur, je me suis jamais dit que voilà, je m'assois pour écrire une chanson, mais à travers Faso Academy j'ai appris tout ça. Beaucoup auraient voulu être à ma place et bon, Dieu m'a donné cette chance, je pense que c'est une aubaine pour moi. Je pense que j'essaierai de mettre à profit tout cela. Le deuxième prix a été remporté par Cynthia Nana. 1 million de francs CFA, une moto et une tablette offerte par l'Onatel, le sponsor officiel de la présente édition. Onatel, entreprise citoyenne, accompagne la jeunesse et également dans la culture. Donc une émission pareille, nous avons accompagné pour bien sûr permettre aux jeunes de s'épanouir à travers cette émission de télé-réalité et de faire la promotion de la culture. Aminata Lalou est classée 3e et son prix 500 000 francs CFA. Le 4e et le 5e prix ont été remportés respectivement par Janine Wango et Fabrice Guéné, soit 300 000 francs et 200 000 francs CFA. Par ailleurs, tous les 5 finalistes bénéficient de bourses de formation en anglais et des bons de formation en musique. En sport, 3 candidats dans le starting block pour la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Les dossiers de candidature ont été enregistrés ce 11 octobre par le secrétariat général au siège de la Fédération, où se trouvaient nos reporters Césaire Carfo et Jérôme Tiendrebego. Il est 12h02 ce mardi 11 octobre lorsque Abdoulaziz Thiem Touré franchit le seuil de la porte du secrétariat général. Il est porteur de la candidature de M. Bertrand Kaboré, ex-secrétaire général de la FBF. Il s'est engagé puisque nous avons l'accusé de réception. Il n'y a pas eu de problème par rapport au dossier. Donc notre candidat est serein et il est prêt pour avoir les élections. Après lui, c'est Bourema Baliba qui vient acter la candidature du président en exercice, le colonel Sita Sangari. Ce n'est pas obligé que le candidat soit là. Je suis le directeur national de campagne. Notre campagne est surtout basée sur le programme du candidat. Et les acquis, certainement il y a des faiblesses qu'il faut essayer de voir par la vision et les objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette faiblesse. Très confiant. Confiant, tout comme Amadou Traoré, le candidat surprise de la course à la présidentielle. Ce n'était pas notre objectif, mais nous avons une ferme volonté de fédérer. C'est pourquoi vous voyez que ici, il y a 2 candidats potentiels qui sont avec nous.
À 15h30, heure limite de dépôt, le secrétariat général n'a enregistré que 3 dossiers de candidature qui seront soumis à conditions. Des conditions énumérées dans les communiqués qui ont été largement diffusés. Et ces conditions vont être vérifiées à la loupe par une commission de validation qui pourra véritablement nous donner la liste des candidatures maintenues, validées. Éventuellement, si des candidats ne sont pas satisfaits, il y a ce qu'on appelle, ils pourront faire un recours, exercer un recours devant une commission d'appel. La campagne est ouverte ce 11 octobre et court jusqu'au 9 novembre prochain, veille de l'Assemblée générale élective qui se tiendra à Koudougou. À l'étranger, Poutine et Erdogan sont tombés d'accord sur les termes du projet scellant la réconciliation après une grave crise diplomatique née de la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe. La Russie et la Turquie ont donc signé ce 10 octobre un accord sur la réalisation du projet de gazoduc Turkish Stream pour acheminer le gaz russe à l'Europe sous la mer Noire. La brouille diplomatique, c'est du passé. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont scellé leur réconciliation à Istanbul autour d'un projet de gazoduc. Baptisé Turk Stream et d'un coût estimé à plus de 10 milliards de dollars, il permettra à la Russie d'acheminer du gaz vers la Turquie et l'Europe sous la mer Noire. Un trait est donc tiré sur la grave crise diplomatique qui avait suivi la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe à la frontière syrienne il y a un an. Sur la Syrie, où les vues sont différentes, Russie et Turquie se retrouvent sur la question d'Alep. Nous avons parlé des opérations militaires turques en Syrie, a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Et nous avons évoqué ce qui pourrait être fait de plus du côté de notre coopération, spécialement pour les gens d'Alep. Quelle coopération et quelle stratégie appliquer pour ramener la paix dans la région? Nous avons une position commune sur la question de l'approvisionnement d'Alep en aide humanitaire, a ajouté Vladimir Poutine. La question, c'est juste comment assurer la sécurité de cette opération pour éviter les provocations avec des bombardements sur les convois humanitaires. Moscou et Ankara restent toujours fermement opposés sur le dossier syrien. Le premier est un allié clé du régime du président Bachar al-Assad. Le second appuie la rébellion qui veut le chasser du pouvoir. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens ce mardi. Les journaux reviennent sur la visite de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, à Henri Konan Bédié, un autre ex-président. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour consacrent leur une au colloque international sur la relance économique dans le cadre du PNDS. Le pays nous fait savoir que la contribution du secteur privé est très attendue par le président du Faso. Surtout, précise le quotidien, un secteur privé plus dynamique, prêt à jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique, de pourvoyeur d'emplois et de revenus. En vue de bâtir, explique aujourd'hui au Faso, un système économique autour de la trilogie, culture de la confiance mutuelle et du dialogue, recherche d'une synergie d'action et volonté commune de créer de la richesse, des emplois dans un environnement propice. Et pour ce faire, indique Sidoya, l'expérience ivoirienne est mise à profit. Selon la ministre ivoirienne du Plan, la Côte d'Ivoire a dû alléger les procédures administratives en matière de création et d'exercice de l'activité du secteur privé, faciliter l'accès du secteur privé aux ressources foncières et a mis en place une fiscalité adaptée aux PME, PMI. Autre actualité qui intrigue les journaux du jour, la visite de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, à son homologue Henri Konan Bédié. C'est une visite que l'on peut qualifier de voisinage, indique le quotidien. De quoi les deux ex-présidents ont-ils parlé, s'interroge le pays. Mystère et boule de gomme, dira le journal. Ce qui est sûr, écrit aujourd'hui au Faso, l'homme affichait une bonne mine, vêtu d'un costume bleu foncé assorti d'une cravate sur une chemise blanche. L'observateur Palga y voit une preuve de vie et de vitalité de sa part. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.